Bonjour Madame la Ministre, on va pouvoir débuter. Bonjour à tous, bienvenue sur ce stand du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. On va évoquer les acteurs, l'État, qui s'engage sur la recherche et le développement d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques pour ne pas laisser les agriculteurs sans solution. On va évoquer bien évidemment les mesures financées par l'État qui sont complémentaires et articulées. On parlera du PARSADA, on parlera du PRAM. On va mettre en avant donc tous ces acteurs des filières en amont, en aval de la recherche qui se saisissent de ces opportunités. Alors, pour en parler, je vais faire venir autour de vous, Madame la Ministre, les différents intervenants. Maude Fepou, directrice générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture, qu'on peut applaudir. Benoît Bonnémé, directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'Agriculture. Philippe Mauguin, président directeur général de l'INRAE. Thomas Nuiten, directeur betteravier de Saint-Louis Sucre. Christian Najaraf, président du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble et membre du groupe Ferme Défi Noix de Grenoble. Est-ce qu'il est là également? Mehdi Siné, directeur de l'ACTA, l'association qui anime et représente le réseau des instituts techniques agricoles, organismes de recherche appliquée travaillant sur l'ensemble des productions animales et végétales. Et Cécile Ledouaré, il me manque Cécile Ledouaré. Bonjour Cécile Ledouaré, directrice générale de l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés, Unilet. Alors, on va commencer avec vous, Madame la Ministre. Les pouvoirs publics sont pleinement engagés aux côtés des filières professionnelles pour développer la palette de solutions alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires. Bien, merci, bonjour à tous. Je me réjouis de voir que ce stand du ministère de l'Agriculture est toujours aussi fréquenté. Chaque fois que je viens, il y a toujours beaucoup de monde. Et ça me réjouit parce que toutes les questions liées à l'agriculture, à l'alimentation, à la souveraineté alimentaire, finalement, j'ai la confirmation que ça intéresse non seulement tous les Français, mais tous les territoires, toutes les productions. Et c'est une bonne chose. Alors, le sujet de ce matin, évidemment, c'est la question de l'alternative aux produits phytosanitaires, phytopharmaceutiques. Ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que la France, comme l'Europe du reste, est engagée dans un chemin où nous ne rebrousserons pas chemin, qui est celui de la réduction des produits phytosanitaires. Pourquoi ? Eh bien parce que on sent qu'en termes d'acceptabilité sociale, en termes d'évaluation des risques qu'ils peuvent faire peser sur la santé, il y a la nécessité de réduire leur utilisation, et puis aussi parce que ça a un coût pour les agriculteurs. Ce sont des intrants qui, évidemment, pèsent sur l'équilibre économique de leurs exploitations. Donc je veux le dire d'emblée parce que je rêve du jour où nous pourrons aborder ces questions un peu plus sereinement, un peu moins idéologiquement que nous ne les abordons aujourd'hui. La réalité, quelle est-elle? La réalité, c'est que pour produire, je le redis, notre agriculture qui n'est pas productiviste, il suffit pour s'en convaincre d'aller dans des pays où l'agriculture est véritablement productiviste. L'agriculture doit produire. Et pourquoi doit-elle produire? Eh bien parce qu'il faut qu'elle nourrisse la population. Et aujourd'hui, en matière de souveraineté alimentaire, eh bien, nous sommes en perte de vitesse, parfois dramatiquement. La filière des fruits et légumes, un fruit et légumes sur deux consommé en France n'y est pas produit. Un poulet sur deux, enfin, vous connaissez ces statistiques. Donc il nous faut produire davantage. Et pourquoi cela? Eh bien parce que d'abord, produire en France, c'est faire vivre une agriculture française la plus vertueuse du monde. Il faut le dire quand même. Aimons nos agriculteurs, mais aimons aussi notre agriculture. Et pour produire, il faut trois choses. Il faut la terre, il faut l'eau, et il faut des dispositions qui permettent de protéger les productions. Ce sont les vaccins qui permettent de mettre à l'abri les animaux de toutes les crises sanitaires qui sévissent dans notre pays et en Europe et dans le monde. Et pour le végétal, eh bien, ce sont des produits qui permettent de protéger les productions végétales de tous les agresseurs qui peuvent réduire à néant le travail d'un producteur et diminuer drastiquement le volume des productions.
Alors, le ministère de l'Agriculture a depuis longtemps établi une stratégie avec les différents acteurs que vous avez devant vous. Il y a, et je le dis sous le contrôle de quelqu'un avec qui j'ai discuté de ces sujets, un président de chambre qui m'a dit, il y a 3 niveaux. Un producteur du Vaucluse qui est là et que je salue. Il y a 3 niveaux de réflexion. Il y a le niveau de la recherche fondamentale, cher Philippe Mauguin. Ce niveau de la recherche fondamentale, il est précisément fondamental parce qu'il nous aide à comprendre les mécanismes d'agression des animaux sur le sanitaire animal ou des végétaux. Et puis, il y a le niveau du moyen terme. Comment on se prépare, et ça sera l'objet de notre débat ce matin, comment on se prépare au retrait des produits phytosanitaires, soit parce que ils ont été interdits au niveau de l'Europe ou qu'ils vont l'être, plus exactement, et qu'ils vont l'être. Et donc là, il faut s'y préparer, il faut préparer des solutions alternatives. C'est l'objet du PARSADA précisément, se préparer au retrait des substances phytosanitaires. Et puis, il y a le niveau de l'urgence. Le niveau de l'urgence, ce sont des filières qui aujourd'hui n'ont pas d'alternative. On y travaille ardemment, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Et le principe général que moi, je partage, et qui est partagé aussi par le nouveau commissaire européen à l'agriculture, Christophe Hansen, que nous avons reçu hier, l'idée, c'est de traiter les choses au maximum au niveau européen. Au niveau européen, vous avez un organisme qui s'appelle l'EFSA, qui autorise ou non des substances, et ensuite qui se décline en produits. Et là, ce sont pour la France l'ANSES ou d'autres organismes. Il faut que ces gens-là travaillent ensemble déjà. Et Christophe Hansen appelle de ses voeux un travail collaboratif entre l'EFSA, qui délivre des autorisations de substances, et les ANSES nationales qui vont délivrer les autorisations de produits. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est à ce niveau-là qu'il y a des crispations, surtout lorsqu'il y a des surtranspositions. Voilà, si je dis ça, c'est pour vous brosser le paysage complet de la question des produits phytosanitaires. Malheureusement, ces questions sont souvent l'objet d'approches qui sont déconnectées, trop souvent déconnectées d'une approche scientifique pour une approche qui est politique ou idéologique. Pendant des millénaires, mesdames et messieurs, les populations mondiales, les humains, ont souffert de la famine. La science a apporté des solutions. La science a apporté des solutions pour protéger les cultures et protéger les hommes de ces famines ravageuses. Donc il ne faut pas, de mon point de vue, dire tous les produits phytosanitaires sont mauvais. Du reste, l'agriculture biologique traite ces productions. Il y a des traitements qui ne sont pas préjudiciables à la santé, qui sont utiles à la production. Donc voilà, ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'on ait sur ces questions une approche qui soit rationnelle et raisonnable. Mais l'idée partagée par le commissaire européen et par bon nombre de pays, c'est que, ce qui est autorisé en Europe devrait l'être sur l'ensemble des pays européens. Faute de quoi nous sommes en compétition, en concurrence déloyale avec les pays de la même zone de production que la nôtre. C'est ça le sujet qui nous est... Et on a des filières qui aujourd'hui sont en impasse dramatique. Alors j'espère que l'INRAE, cher Philippe Mauguin, nous apportera des solutions. On y compte beaucoup. Mais là, je vois des producteurs de noisettes, par exemple. La noisette, aujourd'hui, si on ne leur trouve pas de solution, c'est une filière vertueuse et dynamique qui va s'éteindre. Et on mangera de la noisette de pays étrangers, européens ou non européens, qui sont traités avec des substances dont l'interdiction chez nous aura causé leur disparition. Donc on voit bien qu'on est dans des situations qui sont ubuesques. Alors maintenant, parlons du PARSADA. L'idée du PARSADA, c'est de se préparer au retrait des substances avec des alternatives qui soient techniquement efficaces et économiquement viables. C'est ça les 2 critères. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame la Ministre.
On va pouvoir justement, effectivement, avoir des exemples très concrets ce matin. Comment embarquer les collectifs dans le changement des pratiques? On va en parler avec vous, Thomas Nuiten. Vous êtes directeur betteravier à Saint-Louis Sucre. Alors, en tant qu'opérateur économique, vous avez mis en place plusieurs actions pour accompagner les producteurs, notamment dans la prise de risque qu'engendre le changement de pratique. Expliquez-nous justement les freins que vous avez pu mettre en avant et comment vous avez réussi à les lever, ces freins. Merci en tout cas de votre invitation, Madame la Ministre. Effectivement, chez Saint-Louis Sucre, on fête nos 160 ans cette année. 160 ans de collaboration avec des agriculteurs pour la transformation de la betterave en sucre. Depuis 2014 en particulier, nous œuvrons avec les agriculteurs sur une transition agroécologique, non pas idéologique, mais opérationnelle. Et pour ça, on a identifié très en amont 4 freins particuliers à cette transition agroécologique et à l'agriculture de régénération des sols sur lesquels on travaille pour que la betterave sucrière, en Picardie et en Normandie où nous sommes particulièrement, puisse, dans les décennies qui viennent, être pérenne face au changement climatique. Parmi les freins, nous avons la partie économique. Les agriculteurs vont s'engager dans une transition agroécologique si et seulement si la rentabilité reste au niveau des exploitations agricoles. Le deuxième frein qui était exposé, c'est celui du frein technique. Dans l'opérationnalité des semis, de la protection des cultures betteravières, de quelle manière on va créer de nouvelles références agronomiques qui vont être mises en œuvre chez les agriculteurs sans une prise de risque trop importante. Et s'il y a une prise de risque, de quelle manière Saint-Louis Sucre accompagne, et je vais y venir tout de suite, elle accompagne ce risque du revenu agricole. Le troisième frein, il est réglementaire. Et au-delà de la partie de l'homologation des produits phytosanitaires, on voit que dans l'innovation technique, les robots, l'intelligence artificielle, nous utilisons pour les semis de betteraves et le désherbage dans certaines régions des robots, le robot FarmDroid pour ne pas le nommer, mais le robot FarmDroid va semer 4 hectares de betteraves en 24 heures quand la productivité agricole demande de faire 20 hectares, on sait faire 5 fois plus avec des méthodes conventionnelles. Eh bien, si d'un point de vue réglementaire, on pouvait accélérer les vitesses des robots, on lèverait particulièrement un frein à l'innovation technique. Et enfin, il est d'ordre social et sociétal. Un agriculteur qui va avoir un champ plus sale que son voisin, ben, il va être critiqué. Un agriculteur qui va rentrer dans une démarche alors que ses voisins ne vont pas rentrer forcément, il va être regardé. Le monde agricole est ainsi. Donc il y a un frein aussi sociétal. Pour répondre aux freins économiques, Saint-Louis Sucre, depuis 2014, a mis en place un programme, c'est le programme Mont Blanc, qui permet aux agriculteurs, sur leur exploitation agricole, pour lever les freins à l'innovation, les freins à la technique, il va continuer à mettre en place une modalité historique conventionnelle sur son exploitation agricole, sur la moitié de sa surface, et sur l'autre moitié de sa surface, on va lui proposer un champ d'innovation sur les techniques de semis, sur les techniques de réduction d'utilisation de produits phytosanitaires, sur les biostimulants. Toutes ces innovations, ces alternatives, je dirais, aux techniques conventionnelles, elles vont être testées par l'agriculteur avec l'accompagnement de Saint-Louis Sucre. Au final, si le rendement de la modalité innovante est inférieur au rendement de la modalité historique, nous allons compenser les pertes de rendement. Mais ça, c'est possible pour un groupe d'agriculteurs de 80. Aujourd'hui, c'est 300 agriculteurs de Saint-Louis Sucre qui sont en contrat annuel avec notre entreprise privée, qui sont rentrés volontairement dans cette démarche. Et notre objectif, c'est de passer de 300 à 900. C'est pour ça que nous nous sommes inscrits dans l'appel à manifestation du PRAM pour pouvoir massifier en quelque sorte ce passage de 300 à 900 agriculteurs. Accompagner financièrement, accompagner le risque financier aux pertes de rendement et à la rémunération agricole, on peut le faire pour 80, 300 agriculteurs de nos fonds propres et avec l'accompagnement de certains de nos clients. Maintenant, on a besoin effectivement, et les agriculteurs ont besoin de l'aide de l'État pour pouvoir faire sauter ce levier économique. Le levier technique, Saint-Louis Sucre doit être force de proposition pour les techniques de semis, pour les techniques de désherbage, pour l'innovation technique avec l'intelligence artificielle particulièrement.
La partie réglementaire, j'en ai parlé, et la partie sociétale, c'est de pouvoir aussi, à travers ce groupe d'agriculteurs, dans la promotion des démarches opérationnelles, sur lesquelles nous avons 5 indicateurs clés pour suivre l'amélioration de ces techniques à l'innovation. Le premier indicateur, ça va être la diversité des cultures au sein d'une rotation agricole. Historiquement, nous avions 3, 4, 5 cultures en rotation. Chez Saint-Louis Sucre, on développe d'autres filières, la filière protéines, pour pouvoir intégrer des cultures supplémentaires dans la rotation agricole et faire que sur l'allongement des rotations agricoles, ce qu'on appelle cet allongement des cultures va nous permettre d'être plus résilients par rapport au parasitisme et aux ravageurs. Un deuxième indicateur, ça va être celui du couvert d'interculture, pour pouvoir effectivement couvrir les sols, avoir une capacité des sols plus résiliente par rapport aux conditions climatiques et aux précipitations. Nous allons avoir aussi un certain nombre de suivis en termes de préparation de sol, de techniques culturales. Et enfin, la vertu de tous ces accompagnements, ces techniques, c'est de pouvoir voir baisser les émissions de gaz à effet de serre. Pour conclure, l'accompagnement des agriculteurs, il doit se faire d'un point de vue économique, financier. C'est accompagner la prise de risque de ces agriculteurs, c'est étudier les alternatives qui sont permises par et toutes les entreprises de fournitures agricoles qui sont extrêmement dynamiques dans la création d'innovations, c'est de pouvoir tester pour les agriculteurs ces nouvelles techniques qui sont en face de nous. Donc technique, économique, réglementaire, ce que vous avez dit tout à l'heure. Merci beaucoup Thomas Nuiten. Alors à vos côtés, un autre exemple très concret avec Christian Najaraf. Alors vous êtes producteur de noix de Grenoble à Montmiral. Vous faites partie du réseau Défi Ferme qui rassemble des agriculteurs qui sont très engagés dans la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Expliquez-nous justement comment vous avez adapté vos pratiques. Qu'est-ce qui vous a permis de trouver des solutions pour protéger vos productions des différents ravageurs, bien évidemment. D'abord, bonjour à tous et puis bonjour Madame la Ministre et merci encore pour cette invitation. Nous, en fait, la noix de Grenoble, déjà, on a plus de 80 ans, donc on a une vieille histoire et on n'a pas attendu que la société nous demande de faire des efforts. Il faut savoir que la noix de Grenoble, on a des ravageurs, on a entre autres le Carpocaps et ça fait 30 ans qu'on met en place la confusion sexuelle. C'est quelque chose qu'on connaît bien, qu'on a vraiment déployé et en fait, le réseau Défi ainsi que nos stations expérimentales, accompagnées aussi par le CTIFL et l'INRAE, parce que voilà, on s'appuie vraiment sur tous les éléments. Il y a 30 ans, on est arrivé à une solution un peu comme la pomme pour faire de la confusion sexuelle qu'on a développée par notre maillage, par l'AOP Noix de Grenoble aussi. La même chose se passe sur nos amis de la Noix du Périgord. Donc en fait, par l'exemple, on a montré. Après, il faut savoir que c'est une solution parmi d'autres. Et ce n'est pas la solution idéale. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont chers à mettre en place. C'est 3 fois le prix d'une lutte conventionnelle ou en agriculture biologique. Donc il faut quand même qu'on ait une plus-value sur le produit final parce qu'économiquement, il faut qu'on s'en sorte. C'est une prise de risque. Il faut que la pression soit faible, sinon ça ne fonctionne pas assez et on est obligé de compléter par des traitements traditionnels. Donc vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est très large et on a la chance en noyer d'avoir le virus de la granulose qui est homologué en bio, qui nous permet aussi de vraiment border les choses par rapport à la confusion sexuelle quand c'est pas suffisant. Mais après, en dernier recours, quand la pression est vraiment trop forte, on est vraiment obligé d'avoir encore des produits conventionnels. Et en fait, nous, l'idée, c'est pas de dire on va être privé de produits. C'est que déjà, à la base, on a très peu de produits homologués. Et des fois, quand on perd un produit, on n'a plus rien. Sur la mouche du brou, qui est un autre ravageur, on a un produit en conventionnel. En agriculture biologique, nous n'avons que le Cineisapa ou le Success en dérogation 120 jours. Donc en bio, on n'a même pas de solution pérenne. Chaque année, on remet sur la table notre autorisation. Donc on est dans une situation très, très précaire. C'est ce qui nous donne aussi l'envie de progresser plus vite. Et concernant donc la lutte contre les ravageurs, on ne s'endort pas. C'est-à-dire qu'actuellement, on travaille sur l'insecte stérile avec le CTIFL. On est en train aussi de caractériser, par exemple, la phéromone que produit la mouche du brou quand elle pond pour pouvoir faire exactement la même chose que la confusion sexuelle sur le Carpocaps.
Mais par contre, ça prend du temps. On a déjà eu 2 programmes d'expédition de 3 ans. Pour nous, c'est trop court, en fait. On est sur des temps longs. Et on a juste caractérisé cette odeur. Maintenant, il faut qu'on trouve des entreprises qui veuillent bien développer des produits pour pouvoir les appliquer. Et cette étape-là, elle n'est pas gagnée parce qu'on n'est pas sûr de trouver des gens qui aillent sur un si petit marché. Donc la situation est vraiment complexe et c'est un combat quotidien et c'est une multitude de solutions. Et par contre, dès qu'on nous enlève ce que j'appelle moi une béquille, c'est-à-dire qu'en cas d'attaque grave, d'avoir quelque chose un peu plus palliatif, on est complètement démunis et on perd notre récolte. Hein. Moi, j'ai coutume de dire que je vais faire 43 récoltes dans ma carrière. C'est 43 salaires annuels. À chaque fois, on remet notre salaire en jeu. Et nous, on est sur des cultures pérennes. Moi, mes noyers, ils ont entre 50 et 100 ans. C'est pas une culture annuelle ou encore moins un légume. Donc, quand on prend des risques, on les prend des fois sur des temps longs. Madame la ministre, vous voulez réagir effectivement aux prises de risque pour la récolte, pour les noyers, une vraie prise de risque également. Ouais. Je crois que tout est dit. Ouais. Ils sont prêts à prendre des risques. Mais il faut voir ce qui est en jeu. La pérennité d'une production, le maintien des producteurs, parce que quand vous ne gagnez plus votre vie, clairement, ça compromet la filière tout entière. Ce que je voudrais saluer dans ce qui vient de nous être dit, c'est d'abord le courage de ces producteurs qui cherchent véritablement des alternatives et on voit que ça n'est pas simple, c'est périlleux, c'est une prise de risque. Et deuxièmement, souligner le rôle des instituts techniques. Parce que l'INRA est sur la recherche fondamentale, mais les instituts techniques, ils sont sur l'application de ces recherches. Hein. Et leur rôle est absolument capital. Et donc, les instituts techniques, ce sont les moyens que les filières se donnent de trouver des solutions, et ça n'est pas simple. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et effectivement, pour compléter ces propos, Monsieur Najaraf, pourtant, c'est périlleux, et pourtant, vous essayez de convaincre un maximum d'agriculteurs d'aller vers ces pratiques alternatives. Bien sûr, c'est tout l'enjeu de nos réseaux, que ce soit le réseau DEFI, les chambres d'agriculture, la CNURA, la station expérimentale Nucicole Rhône-Alpes, et nos homologues de CRES dans le Périgord, d'aller au plus près du terrain et de montrer par l'exemple. Voilà. En mutualisant le risque, quand c'est possible, les stations prennent le risque à notre place, quand c'est trop dangereux. Mais sinon, on essaye de faire des démonstrations pour démontrer à d'autres. Et notre groupe défi, en fait, on l'a assez ouvert avec des profils complètement différents. Et on se rend compte qu'au bout de 4-5 ans, des personnes qui étaient assez consommateurs de phyto ont baissé leur consommation. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui se mutualisent. Sur la confusion sexuelle, par exemple, on arrive à mutualiser, à faire des îlots très grands, en fait, pour avoir une meilleure couverture et une meilleure efficacité. Donc c'est positif. Dès qu'on a du collectif, en fait, on amplifie les choses et on accélère le mouvement. Merci beaucoup, Christian Najaraf. On peut l'applaudir. Hein. Merci pour votre témoignage. Alors, il va falloir, on l'a dit, anticiper les potentiels retraits de substances actives au niveau européen de manière très concrète. Il y a un plan pour ça. Le PARSADA, Madame la Ministre l'a rappelé, un plan ministériel piloté par le ministère. Donc c'est une méthode innovante, transversale, qui mobilise de nombreux acteurs et qui permet donc de structurer les besoins en matière de recherche. Et pour garantir la qualité scientifique des projets, il y a un comité scientifique de haut vol qui, dans le cadre du PARSADA, fournit une expertise au ministère pour qu'il décide ou non du financement de ces projets. On va en parler avec vous, Mehdi Siné. Donc vous êtes directeur de l'ACTA qui est très mobilisé sur ces questions. Quelles ont été justement les grandes actions menées en 2024 par ce comité scientifique et technique dans le cadre du PARSADA, bien évidemment? Vous l'avez dit, effectivement, bonjour et merci, Madame la Ministre. Le plan d'action stratégique pour l'anticipation du potentiel retrait des substances actives à l'échelle européenne et le développement d'alternatives est tout à fait indispensable. C'est un moyen de recherche appliqué, opérationnel, pour des solutions à moyen terme. On est sur des projets de 3 à 5 ans qui visent à proposer des solutions concrètes qui soient économiquement viables, vous l'avez repris, et qui puissent être développées. Ce plan a été annoncé par la Première ministre en 2023, ici, au Salon, et l'année dernière, sur le même stand, nous lancions ce grand plan avec la signature de premiers projets. Depuis un an, beaucoup de choses ont été faites.
Le comité scientifique et technique, je vais en dire un mot, a beaucoup travaillé, mais c'est aussi le ministère de l'Agriculture qui pilote ce projet, bien sûr, et ses équipes qu'il faut, je pense, saluer. C'était un travail tout à fait remarquable qui a été fait par ce collectif et les filières qui se sont structurées autour de Task Force, puisque c'est une spécificité de ce dispositif qui est totalement inédit et voilà, qui a pu mobiliser l'ensemble des filières autour de ces Task Force qui ont co-construit des plans d'action. 14 plans d'action ont été construits par les filières et des projets dirigés ont été également mis au point par ces filières pour engager l'ensemble de nos filières sur cette première vague qui a permis de lancer un nombre de projets considérables et permis d'engager quasiment l'intégralité des 146 millions d'euros du plan sur l'année 2024. Le CST, dont j'ai l'honneur d'assurer la coprésidence avec Christian Huyghe, est composé de 15 experts. C'est un CST, donc c'est un conseil scientifique et technique, et nous avons parmi ces experts un équilibre entre des experts du monde académique. On sait l'importance de la recherche fondamentale et la rigueur académique est nécessaire pour évaluer et accompagner les projets, mais aussi des experts techniques qui font partie de ce comité pour avoir ce regard très opérationnel justement dans les projets pour s'assurer qu'on dépasse la recherche de long terme et on s'intéresse vraiment aux problématiques et aux besoins des agriculteurs avec ce volet très opérationnel. Je veux saluer aussi l'animateur qui a pu être recruté, qui est parmi nous ici et qui assure un travail remarquable de coordination de l'ensemble de ces experts et qui fait le lien avec les task force et les porteurs de projets, puisque ce n'est pas un comité scientifique et technique chargé uniquement de l'évaluation. Ça aussi, c'est une spécificité. C'est un conseil scientifique qui accompagne les projets, les porteurs de projets, et vous pouvez, si vous souhaitez porter des projets, vous rapprocher des coprésidents, notamment pour préparer des projets et les construire avec les partenaires les plus pertinents pour avoir les meilleurs projets possibles. L'implication du CST, c'est, je l'ai dit, donc conseiller, accompagner les porteurs de projets, évaluer et puis suivre scientifiquement ces nouveaux projets qui viennent de se lancer. Ça va être le travail qui va s'engager cette année 2025, puisque beaucoup de projets ont été lauréats sur cette année 2024. Il va falloir maintenant les suivre. Et puis, il y a une autre action que conduit ce conseil scientifique et technique, c'est l'animation de colloques scientifiques. L'année dernière, un colloque a pu être organisé en partenariat avec l'INRAE et l'ACTA autour des méthodes prophylaxiques, qui sont des dispositifs de protection de culture par anticipation également très importants et qui sont souvent mobilisés dans les projets déposés. Et nous aurons au mois d'avril un nouveau colloque, et vous pourrez y participer si vous y souhaitez, sur l'impact des projets, puisque on sait, et ça a été dit dans le PARSADA, le volet déploiement et le volet transfert des projets, c'est très important. C'est peut-être un point faible des premiers projets. C'est quelque chose sans doute qu'il va falloir améliorer sur l'année qui vient. Alors, slide suivante, je vous ai mis ici quelques chiffres clés. C'est important de voir l'étendue et le volume des projets qui ont été déposés cette année. C'est passé par un appel à manifestation d'intérêt. 135 réponses aux lettres d'intention ont été envoyées par la DGL et ont été évaluées par le Conseil scientifique et technique. 54 dossiers finalisés ont été soumis et 44 avis ont été remis. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été envoyés jusqu'à la deadline du 31 décembre, donc il en reste quelques-uns qui sont en cours d'instruction par le CST. Le CST fait un travail remarquable, je l'ai dit, il est extrêmement dynamique et très réactif. En moyenne, le délai d'évaluation par les experts du CST, c'est 3 semaines, donc c'est assez rapide. Et ensuite, les projets sont renvoyés à la DGL pour décision finale. Ce n'est pas le CST qui prend la décision, c'est un éclairage scientifique et technique qui est apporté par le Conseil. Sur les 54 projets, on a à peu près 75% des projets qui ont été déposés l'année dernière, qui ont reçu un avis favorable, avec ou sans réserve, et qui ont pu ainsi être enclenchés pour un certain nombre d'entre eux, et d'autres vont pouvoir être lancés cette année. Sur la slide suivante, je terminerai là-dessus. Je parlais tout à l'heure des plans d'action et l'organisation en 8 task force, donc les 8 filières. On est assez fiers de pouvoir dire aujourd'hui que l'ensemble des plans d'action de l'ensemble des filières
a été couvert grâce aux projets qui ont été déposés sur l'année 2024. Alors on a des disparités bien sûr entre les filières, certains en ont déposé plus que d'autres. Ce qu'il faut mentionner aussi, c'est qu'il y a des projets filières, mais il y a des projets transversaux également qui ont pu être déposés et coordonnés notamment par nos collègues INRAE, mais c'est à chaque fois des projets collectifs et en partenariat qui ont pu être déposés, évalués et qui vont être lancés. Et donc, pour les perspectives 2025, évidemment, je l'ai dit, le conseil scientifique reste mobilisé, les instituts techniques également, pour poursuivre le travail. Il nous en reste encore beaucoup, une deuxième vague devrait arriver, et puis bien sûr, suivre les projets qui ont été lancés. Merci beaucoup, merci Mehdi Ciné. Alors effectivement, on a vu la méthode, on peut l'applaudir, on a vu les différentes actions. On va l'illustrer une nouvelle fois, Madame la Ministre, de façon très concrète. Avec vous, Cécile Douaré, vous êtes directrice générale d'Unilet. En prenant l'exemple du projet accompli, un projet lauréat du Parsada. Oui, bonjour à tous, bonjour Madame la Ministre. Mais effectivement, comme vous l'avez signalé, toutes les filières sont menacées, les filières fruits et légumes transformés en particulier. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation critique avec 99% de nos usages qui sont menacés par des retraits de substances actives au niveau européen. Et donc, pour les lépidoptères, 2/3 des substances actives aujourd'hui risquent d'être retirées à 2027. On est dans une situation qui est d'autant plus critique qu'aujourd'hui, les solutions actuelles ne suffisent plus déjà en situation de forte infestation et qu'on est dans une situation où le réchauffement climatique, d'année en année, aggrave la situation à la faveur des courants qui viennent d'Afrique et qui contaminent, qui amènent en fait les lépidoptères sur des territoires toujours plus importants en France. Donc c'était évident pour nous qu'on était sur une problématique prioritaire qui justifiait une mobilisation sans précédent. Aujourd'hui, nos haricots, nos tomates, notre maïs doux ont une menace directe pour la pérennité de nos productions sur ces territoires de France qui sont déjà fortement impactés par ces lépidoptères. Le Parsada, dans ce contexte très sensible, a quand même construit une approche que je tiens à saluer avec une concertation inédite pour mieux anticiper ces retraits et s'y préparer. Il a permis d'établir une politique publique ambitieuse qui part des priorités qui ont été déterminées par les professionnels via les task force. C'est très important. Et qui a ensuite mis en mouvement les acteurs de la recherche fondamentale, mais aussi de la recherche appliquée et les experts du MASA pour bâtir des plans qui soient adaptés et partagés. Et cette méthode, depuis les diagnostics 360 jusqu'à la façon dont fonctionne la CST, ça a été très bien évoqué précédemment, et pour nous marque vraiment une rupture avec ce que nous avons connu par le passé. Et une rupture positive. Dans ce cadre, nous avons lancé Accompli. Donc c'est un projet qui incarne, on pense, parfaitement l'ambition que pouvait porter ce plan. Nous avons, à l'occasion de l'AMI, été rejoints par de nombreuses filières, parce que nous ne sommes pas seuls à être concernés par cette problématique des lépidoptères. Et aujourd'hui, on a la lavande, le pois chiche, des cultures florales, des salades, des filières avec lesquelles nous n'avions pas travaillé sur ces problématiques-là, qui nous ont rejoints pour construire avec nous un projet ambitieux réunissant 15 productions et 19 structures, l'INRAE, les instituts techniques, des start-up de biocontrôle, des organisations économiques mobilisées ensemble pour agir et travailler sur la mise en œuvre d'alternatives opérationnelles pour les producteurs. Il faut qu'on change d'approche. C'est compliqué. Nous devons sortir du schéma un problème, une solution, pour adapter une stratégie globale qui sécurise durablement nos productions. Et donc, Accompli va se bâtir avec 3 piliers qui engagent une approche qui est beaucoup plus basée sur la prophylaxie. Ensuite, une approche territoriale et surtout interfilière, et c'est assez inédit dans nos productions végétales, de produire une méthode de lutte en interfilière, et des stratégies qui intègrent l'entièreté du cycle du ravageur, et non plus seulement le stade chenille au moment où finalement le ravageur est dans notre culture en train de nous poser des soucis. Et ça, pour réguler les infestations avec des résultats de recherche et de techniques qui sont les plus récentes et les plus avancées. Donc on a de la surveillance connectée, on a du biocontrôle, on a des auxiliaires, on a des parasitoïdes, des substances naturelles de base. Et l'idée, c'est de combiner toutes ces solutions pour cumuler leurs efficacités et réussir à garantir un niveau de maîtrise des infestations qui soit satisfaisant pour les producteurs. Notre priorité absolue, c'est de faire de ces solutions, sortir les solutions des territoires de la recherche, des tiroirs de la recherche, pour les amener au plus vite sur le terrain. Parce que nos producteurs n'ont plus le temps. La situation est déjà dans l'urgence aujourd'hui et nous avons besoin d'outils concrets et efficaces. Les filières qui sont réunies au sein de ce projet sont aussi très organisées. Et aujourd'hui, ce sont les bons acteurs pour garantir le déploiement auprès des agriculteurs. Avant le Parsada, je tiens, pour conclure, parce que je sais tenir le timing,
insister sur un dernier point. Il y avait une grande distance pour nous entre les filières et la recherche fondamentale. Et je tiens à saluer le travail des personnes qui ont œuvré pour rapprocher nos filières de cette recherche. Aujourd'hui, c'est totalement inédit, accompli et connecté à 3 projets transversaux, avec des projets de l'INRAE qui ciblent désormais directement les problématiques les plus imminentes que nous rencontrent nos productions. Je parle d'Art Déco pour l'écologie chimique, de Mobaclim pour la lutte biologique par acclimatation et d'ASAP pour étudier le développement des résistances aux méthodes de lutte. Grâce à cette synergie, nous passons à l'action, Madame la Ministre. Ce programme est une avancée majeure, mais pour aller au bout, nous avons encore besoin du ministère pour préserver le dispositif. Nous avons besoin que l'État reste à nos côtés pour que les solutions atteignent les agriculteurs rapidement et assurent une continuité d'outils et de solutions opérationnelles. Mais aussi pour aller plus loin et anticiper dès aujourd'hui les autres usages qui restent prioritaires, qui sont aussi fortement menacés. Voilà, Merci beaucoup, Cécile Doré. Madame la Ministre, j'imagine que vous avez envie de réagir à ce projet accompli qui accompagne. Il y a beaucoup de positifs, mais on a encore besoin du ministère. Bien sûr, et le ministère sera là. Ce que je voudrais saluer dans l'exposé qui vient d'être fait, c'est d'abord la dimension collective, interfilière, interproduction. Et je considère, mais c'est une vérité humaine, que quand on se met ensemble, on est plus fort, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, toutes les productions végétales, à des degrés divers, sont menacées. Vous avez souligné l'urgence dans laquelle nous sommes. Et cette urgence ne peut pas être ignorée. Donc vous l'abordez collectivement, comme cela a été dit d'ailleurs pour la betterave. Sur une même production, là, vous essayez de grossir le nombre de producteurs. Et là, sur les productions végétales, vous essayez d'agréger un maximum de types de production. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais saluer. Je pense que c'est indispensable. La deuxième chose que je veux saluer dans la démarche qui vient d'être exposée, c'est la dimension prophylactique. Une fois que le ravageur est là, évidemment, c'est dramatique. Donc il faut pouvoir anticiper. Et là, la détection a beaucoup d'importance. Et je voudrais dire à quel point on raisonne toujours en termes de substance, mais il faut aussi penser au machinisme, l'intelligence artificielle, le machinisme numérisé, la mécanisation intelligente. Tout ça nous contribuera aussi à apporter des solutions. Je pense notamment aux questions désherbage qui sont tellement essentielles dans le blé, la betterave, l'endive, la chicorée. Donc, il faut effectivement raisonner en termes de déploiement de solutions et ne rien s'interdire. La troisième chose, c'est l'État sera-t-il au rendez-vous ? Je vois bien que sans l'impulsion de l'État, ce dispositif ne peut pas, il est trop récent. Il est à certains égards trop fragile puisque, j'ai échangé avec Philippe Mauguin, le problème, c'est effectivement passer de la recherche fondamentale et même de la recherche appliquée des instituts techniques au transfert sur les productions elles-mêmes. Et c'est là qu'on est attendu au rendez-vous de l'efficacité et de la solution. Pour l'instant, ce n'est qu'un chemin vers la solution. Mais la solution, elle n'est pas là encore. Et il faut bien prendre la mesure de là où nous sommes. Et pour ce dernier kilomètre, comme l'on dit, effectivement, il faut la puissance publique. Alors, sur le principe, je vous le dis, Madame, Messieurs, l'État sera là. Vous connaissez la situation budgétaire et financière de notre cher pays. Elle n'est pas facile. Il faudra donc faire des choix, mais à l'évidence, ce choix-là, il faut le faire. Il faut le faire pour 2 raisons. D'abord parce qu'il faut aller jusqu'à la solution, d'une part, et puis d'autre part, tout ce travail qui a été fait serait vain si nous n'allions pas au terme de la démarche. Mais il y a un moment, une fois qu'on sera allé vers des solutions efficaces, il faudra évidemment que les filières prennent le relais. Je pense que nous en sommes d'accord. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On va devoir, je crois, vous libérer. Vos équipes me font des signes. Vous êtes très sollicitée, on le sait bien. Merci encore. Je suis désolée de vous quitter.
Mais voilà, les réunions s'enchaînent, elles sont toutes importantes, mais je tenais tout particulièrement à passer un moment significatif avec vous pour pouvoir vous délivrer les messages que je vous ai donnés, pour pouvoir remercier aussi tous les acteurs. Il y a, et je voudrais saluer en premier les producteurs, parce que ce sont ceux qui sont sur la ligne de front. Ce sont ceux qui engagent leur métier, leur filière et leurs personnes aussi. Derrière les entreprises, il y a des emplois, il y a des hommes et des femmes qui vivent de leur métier. Et il ne faut jamais l'oublier. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On va parler recherche publique avec Philippe Vauguen, l'appui de la recherche publique. Merci encore. Oui, merci, Mesdames et Messieurs, Madame la Ministre. Merci de nous avoir conviés pour dire un petit mot de la recherche. Beaucoup de choses ont été déjà évoquées, notamment par Cécile, qui a bien évoqué l'intérêt de combiner les solutions. Il n'y a pas de solution magique. Il faut face aux défis. Alors, je vais appeler les diapositives. Diapositive suivante. Voilà, on voit sur la première diapo quelques exemples des fléaux qui s'abattent sur les cultures. Donc, il y a des bioagresseurs de toutes catégories, évidemment, qui peuvent être, diapositive suivante, des adventices, bien sûr. On a parlé des problématiques du désherbage, des maladies, des parasites, des insectes, des arthropodes. On reconnaît pour les connaisseurs le balanin du noisetier en bas, dont on a parlé. On reconnaît Spodoptera, qui est évidemment un fléau pour les céréales, le mildiou, qui touche beaucoup de production, le rumex, et j'en passe. Donc en fait, par SADA, la recherche fondamentale, la recherche appliquée, doivent apporter des combinatoires de solutions sur l'ensemble de ces trois grands secteurs d'application des phytosanitaires. Diapositive suivante. Et comme l'a évoqué Cécile, et puis assez rapidement Madame la Ministre ensuite, en fait, voilà, toute une série de leviers doivent être mobilisés. Il n'y en a pas un seul. Il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une solution. Alors, on va voir par exemple sur les maladies fongiques, on va plutôt être sur le levier de la résistance génétique. On a beaucoup de recherches qui font appel à ça. Le potentiel du microbiote aussi des plantes sur lesquelles on travaille. Les produits de biocontrôle, l'écologie sensorielle sur les insectes sont des moyens très forts qui débouchent aussi sur des projets de lutte biologique. Sur les adventices, on va être plutôt sur de l'agronomie et sur de l'agroéquipement, comme on l'a évoqué. De façon transverse, toute la question de la surveillance, la question de la prophylaxie, ça a été évoqué par la ministre elle-même, est au cœur. On ne doit pas l'oublier. Et en fait, si on voit sur la diapositive suivante comment se positionnent les projets qui ont déjà été retenus par le PARSADA, on voit que ça couvre bien quand même l'ensemble de ces problématiques. Je ne dirais pas qu'on est exhaustif, mais disons que les projets portés par les filières, les instituts techniques et INRAE couvrent bien les grandes problématiques adventices, maladies, insectes, avec, on le voit en filigrane, les différents leviers. C'est ça qui est aussi fort, je trouve, dans ce PARSADA pour sa première année. La diapositive suivante remet un peu en perspective où se situe le PARSADA dans l'ensemble de l'effort de recherche. On a rappelé en amont que dans le cadre de France 2030, INRAE et ses partenaires portent des programmes de recherche un peu plus amont. Ce n'est pas du pur fondamental. Hein. Quand on dit la recherche fondamentale, on n'est pas dans la recherche complètement déconnectée du terrain. C'est de la recherche fondamentale finalisée, on va dire, orientée sur les sujets, mais qui est quand même un peu loin du terrain. Donc c'est le cas des programmes prioritaires cultivés, protégés autrement. Le programme agroécologie et numérique qui met l'accent sur l'IA et ce que va nous apporter l'IA dans le pilotage de ces projets. Le grand défi robotique. Tout ça, ça va irriguer, mettre à niveau nos équipes, celles des universités, des autres organismes de recherche, et aussi irriguer les instituts techniques. Alors on a ces projets transversaux. On a parlé d'Art Déco pour l'écologie sensorielle, mais il y en a d'autres qui sont pilotés par nos chercheurs et qui vont ensuite permettre d'apporter des briques de solutions dans les projets des filières. Donc tout ça pour vous montrer, sans rentrer trop dans le détail, qu'il y a quand même une vraie cohérence. On a salué le travail des équipes des ministères, des GL, des GER, des instituts techniques d'INRAE et de l'ACTA, des filières, des interpros. C'est un vrai boulot parce qu'il faut avoir une vision globale et puis ensuite une action stratégique, opérationnelle. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le cas. Alors, on voit que, et ça a été aussi évoqué,
la question souvent clé, ça va être d'aller jusqu'au dernier kilomètre, le déploiement. On a, je pense, des moyens, notamment avec le PRAM, avec aussi les grands défis, de faire un certain nombre de choses. Et c'est probablement une des priorités pour les prochaines années. On a des success stories, il faut quand même le dire. Je pense au CNIPS du Châtaignier, sur lesquels des années de recherche d'INRAE ont débouché sur le déploiement réussi de solutions qui, pour le moment, tiennent. Il faut toujours être prudent sur ces sujets-là, mais ça, c'est une success stories. On en a d'autres qui, vous l'avez très bien dit en tant que producteur de noix de Grenoble, qui sont à la fois des success stories, mais fragiles, qui ne sont pas parfaites, mais qui ont le mérite d'exister, qu'on a co-construit ensemble. Sur le fameux virus de la jaunisse ou les virus de la jaunisse de la betterave qui ont tellement ébranlé cette filière, on commence de voir arriver des solutions intéressantes. Je voudrais dire quand même, parce que souvent les gens nous disent « mais est-ce qu'on a réussi ou raté le PNRI ?» Moi, qui suis optimiste de nature, mais qui aime bien regarder les choses concrètes, je dirais oui, on l'a en bonne partie réussi, grâce au partenariat INRAE, ITB et avec les entreprises. Et même si on n'avait pas tout de suite la solution génétique efficace ou la lutte biologique, la prophylaxie nous a permis, vous le savez, depuis 2 ans, de contenir la jaunisse à un niveau très acceptable. Et on va avoir bientôt le déploiement d'une solution de confusion sexuelle issue de la recherche d'INRAE, portée par une start-up Agriodor qui vient de conventionner avec une entreprise, une petite entreprise du secteur phyto qui s'appelle Syngenta, qui doit maintenant le déployer, j'espère massivement. Et donc, on va peut-être avoir un nouvel exemple de réussite. Et donc, ce sujet-là, il est majeur. La ministre, on l'évoquait avec la ministre en aparté. La technique de l'insecte stérile, par exemple, sur Drosophile Suzuki, sur la cerise qui attend avec impatience cette solution, on a fait les lâchers qui sont encourageants. Donc maintenant, il faut passer à l'échelle. Il faut donc qu'une entreprise ou des entreprises s'engagent pour massifier la production à l'insecte, industrialiser, déployer. Donc il y a des discussions en cours, mais voilà, ça va être à chaque fois, il va falloir faire cet effort. D'autres exemples aussi, puisque nos amis de la viticulture sont là, je vois Bernard Farge qui est en face, et là aussi c'est un travail titanesque, la lutte contre mildiou et oïdium, mais ce travail qu'on a engagé depuis des années au niveau de la recherche publique, puis avec l'IFV sur les cépages, les variétés résistantes à mildiou et oïdium, bah, il commence de porter ses fruits. Alors voilà, il faut de la patience, il faut le déployer, introgresser ces résistances dans tous les cépages traditionnels de la viticulture française. Mais moi, je pense qu'on va y arriver. C'était mon message final. Un message positif. Un message la force positif, du collectif, c'est des résultats en fait, encourageants. voilà, je crois que grâce au Parsada, on a constitué l'équivalent d'une équipe de France de la protection des cultures, qui va de la recherche publique, la recherche technique, jusqu'aux opérateurs. Et il faut qu'on garde cet état d'esprit collectif pendant plusieurs années. Ça va prendre du temps, le temps du déploiement, et que de façon systématique, on s'adresse à tous les ravageurs des cultures. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Merci beaucoup Philippe Mauguin, qu'on peut applaudir. Merci aussi de nous avoir partagé tous ces travaux menés par l'INRAE. Alors on va conclure à 2 voix avec vous, Benoît Bonnaimé et Maud Phépou. Alors Benoît Bonnaimé, on l'a vu, la diversité de ces témoignages montre la mobilisation de l'ensemble des acteurs, de la recherche académique, la recherche appliquée, le développement, mais aussi les entreprises pourvoyeuses de solutions. Quel est le rôle de l'État pour soutenir chacun des maillons ? Bien, merci. Beaucoup a été dit, je vais être très bref. Je pense que tous les témoignages qu'on a eus là, et tu as fini comme ça, Philippe, ça montre que le seul moyen de répondre aux enjeux, parce qu'ils sont divers, le seul moyen de vraiment servir ce que vivent nos agriculteurs qui sont en première ligne, comme disait Madame la Ministre, c'est de travailler en équipe de France. Et je pense que la première démonstration qui a été faite aujourd'hui, et sur le chemin qu'on doit poursuivre, c'est une équipe de France. Mais dans une équipe, il y a un goal, il y a des arrières, il y a des avants. Bon, vous connaissez ça comme moi. Je pense que le rôle de l'État, c'est déjà de bien se positionner et de s'assurer que chacun est bien positionné dans cette équipe pour que chacun fasse la bonne passe au bon interlocuteur. Et je pense que c'est ce que le Parsada nous a permis de faire, c'est-à-dire de construire un mécanisme, vous l'avez dit, avec des mots différents, madame. Chacun retrouve sa place. Et on commence d'abord par les besoins, les priorités, les risques, qui sont une émanation des professionnels eux-mêmes et qu'il faut évidemment en premier lieu considérer. Puis après, chacun, la machine, l'équipe, se met en place entre instituts techniques, recherche, État, évidemment les entreprises qui participent. Et puis après, il y a la partie déploiement qu'évoquait Philippe, où on a aussi toute une série d'acteurs qu'on a
pas assez mentionné, je pense, ce matin, et je voulais mettre en valeur, que sont les chambres, les onvards, qui sont aussi des acteurs du dernier kilomètre, tel qu'on évoquait, pour pouvoir déployer une partie des solutions. Donc le rôle de l'État, c'est celui-ci. Je ne sais pas si on est les coachs, mais en tout cas, on est un membre de l'équipe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le rôle de l'État, c'est d'assurer une forme de continuité de l'engagement public, c'est certain. Madame la ministre l'a expliqué. On essaye d'investir, certes, sur le Parsada, qui est un peu la courroie de transmission de tout ça, mais on essaye aussi d'investir sur chacun des partenaires qui est membre de l'équipe. Philippe l'a dit, on investit assez massivement sur la recherche qu'on peut qualifier de finalisée, avec les PEPR, avec les grands défis comme le biocontrôle, la robotique, sur des éléments de solution. On investit évidemment massivement sur des mécanismes du type applicatif, Parsada, mais il y a d'autres mécanismes qui existent via les financements du CASDAR, qui est financé par les agriculteurs eux-mêmes sur leur chiffre d'affaires, et qui est mis au service du collectif, avec des mécanismes du type éco-phyto. Et puis après, il y a les questions de déploiement, ferme défi, action des chambres, action aussi des lycées agricoles, puisque j'ai l'honneur aussi de diriger des lycées agricoles, et incorporer des éléments de solution qui émanent de ce type de travaux dans la formation des plus jeunes, futurs agriculteurs, futurs viticulteurs, c'est essentiel. Donc ça, c'est le premier rôle que peut avoir l'État. Le deuxième rôle, c'est d'être garant de la méthode, je l'ai évoqué. Et je voulais dire en ce sens que Parsada, c'est déjà une massification d'une méthode qui avait déjà fait ses preuves, parfois sur des sujets, des projets particuliers. Je pense particulièrement, et ça a déjà été mentionné, sur ce qu'on a fait sur le vignoble, sur la lutte contre le dépérissement du vignoble. Le président Farge était là tout à l'heure, les collègues de l'IFV, on a signé la 3e génération. Cette méthode du collectif, qu'on avait mise en place aussi lors de la sortie du FOSMET. Je regarde le président Robillard qui est là aussi. Voilà, savoir organiser l'équipe pour atteindre une cible à court terme, c'est une méthode qui fonctionne et sur laquelle il faut capitaliser. La continuité des moyens publics qui seront nationaux. Je voulais dire aussi que par rapport aux contraintes qu'évoquait Madame la Ministre, on a aussi un rôle d'équipe de France pour aller chercher des moyens européens. On rentre dans un moment de programmation européenne des moyens de la recherche. Et donc c'est là où cette façon de faire et ces priorités-là qui sont essentielles pour notre agriculture, notre souveraineté, il faut aussi qu'en équipe de France, on aille chercher ces moyens au niveau de l'Europe. Ça me semble absolument indispensable pour pouvoir avoir un chemin durable, soutenable de financement de la recherche. Et tout dernier point, je pense que Parsada, en tant que grosse mécanique de mise en œuvre de la R&D au service des agriculteurs, je pense que ça doit nous inspirer aussi sur d'autres grandes problématiques de notre temps. En premier lieu, le changement climatique, ça a été évoqué. Les deux ne sont pas du tout déconnectés, au contraire. Mais pour autant, je pense que cette façon de travailler en équipe de France, l'équipe du France du climat, il y a déjà des blocs qui sont en train d'apparaître pour pouvoir la constituer. Je pense qu'il y a un chemin devant nous pour travailler avec cette même méthode sur la question climatique. Merci beaucoup Benoît Bonnémé, qu'on peut applaudir également, et on va conclure avec le coach Maud Fepou qui va pouvoir justement, j'imagine, revenir sur la force du collectif pour y arriver. Oui, merci à tous et à toutes. Moi, je suis ravie de conclure cette séquence au nom de la ministre, aux côtés de Benoît et de tous les interlocuteurs. Et je trouve que ce qu'on a vu au travers des témoignages qui ont illustré effectivement la méthode, le collectif, la combinaison de solutions, je pense qu'on est vraiment, dans ce qu'on voulait faire avec le Parsada, et je pense que sans mauvais jeu de mots, on a une mission accomplie sur ça un an après. Et donc vraiment, voilà, c'est vraiment ça qu'on veut faire, c'est vraiment cet engagement, cette mobilisation du collectif. Et je trouve que voilà, c'était très illustratif et ça donne envie de poursuivre. Ça donne envie de poursuivre, effectivement, la ministre l'a dit, on va rester mobilisés tous à notre place de l'équipe. Et effectivement, l'un des grands enjeux de cette année 2025, ça va être de suivre les projets lauréats du Parsada 2024, donc 25 projets, 143 millions d'euros, nombreux acteurs, je ne saurais non pas tous les citer, mais devoir suivre, parce qu'effectivement, ce n'est que la première étape d'avoir mis en place ces projets. Maintenant, il faut les déployer et il faut qu'ils aillent jusque dans les champs, jusqu'au bout. Ça ne sert à rien d'avoir des solutions sur l'étagère. Donc c'est vraiment tout ça qu'on va faire en 2025, suivre les projets. Et puis aussi, ça a été également dit, on travaille dans le Parsada en vagues de priorités qui émanent des filières elles-mêmes. Et on va réfléchir en 2025 au lancement d'une deuxième vague, selon la même méthode, des projets, des diagnostics, des appels à manifestation d'intérêt, puis des projets. Donc on va reprendre cette dynamique pour accompagner encore davantage de sujets. Et puis 2025, on l'a dit aussi, c'est la massification, c'est le déploiement. Alors massification, c'est pas un mot très joli, mais au moins ça veut dire ce que ça veut dire. On est de plus en plus présent, de plus en plus
mobiliser, y compris sur le terrain. Donc c'est le fameux PRAM, un nouvel acronyme qu'on va apprendre à dire l'année dernière par Sada. Tout le monde balbutie un peu, maintenant c'est dans le langage courant. Et bien maintenant on va ajouter PRAM dans ce langage courant, donc prise de risque, amont, aval et massification. Et donc c'est vraiment... Enfin, tous les mots sont importants dans ces acronymes un peu barbares, mais c'est effectivement de dire voilà, comment en collectif, l'amont et l'aval, puisqu'il y a aussi, il faut valoriser cette prise de risque et il faut accompagner les agriculteurs, y compris jusqu'aux entreprises de transformation. Et donc cette prise de risque amont, aval et massification, donc c'est un AMI qui a été lancé fin d'année dernière, donc on a reçu une 40aine de lettres d'intention et qu'on va désormais concrétisé par un appel à projet. On est toujours dans cette logique AMI, appel à projet. Donc c'est ce qu'on va faire cette année 2025. Et on a mentionné le niveau européen. On est complètement mobilisé aussi sur ce sujet-là. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de présenter le Parsada à mes homologues européens, notamment en Allemagne et en Espagne. Eh bien, on crée des envies, on crée des attentes, et j'irai pas plus tard que la semaine prochaine aussi le présenter à la Commission européenne, parce que je pense que cette démarche qui a fait ses preuves, elle peut être aussi mobilisée et massifiée en se mettant encore en équipe d'Europe, peut-être encore pour avoir plus de moyens et peut-être plus d'idées aussi, parce qu'on sera, plus on est nombreux, plus on peut rechercher et identifier des solutions. Donc on est aussi engagé sur ce terrain-là. Voilà, donc je ne serai pas plus longue, tout a été dit et très bien dit, mais en tout cas vous témoignez qu'on est collectivement mobilisé sur cet enjeu majeur de la protection des cultures, tout en protégeant notre environnement et en maintenant notre souveraineté alimentaire, qui est notre thème de notre ministère, cher à notre cœur. Merci à tous. Merci à tous, merci d'avoir participé à cet échange. Et ben voilà, c'est terminé. Ouais, super. Bien présenté, madame. Oui,